Bonjour, je suis la discutante de cette table et je vais dire un petit mot avant de commencer parce que ce que vous allez entendre est très dense et ça va permettre d'orienter un tout petit peu ce que vous allez entendre et puis on verra ensuite pour les questions. Alors, on va écouter le cas d'Alphonse. Voir, regarder sans être vu ou presque. Vous entendrez aujourd'hui comment Alphonse a pu, par ce biais singulier, établir un contact. C'est ici bien plus qu'un moucharabier ou une jalousie. Vous savez, ces volets qui portent si bien leur nom et qui permettent d'épier sans être vus. Car dans le cas d'Alphonse, les persiennes qu'il place devant ses yeux semblent être une des conditions pour communiquer. Il ne s'agit donc pas ici d'espionner, mais de s'offrir la possibilité de parler à l'autre. Alphonse m'a évoqué un autre garçon autiste de 16 ans qui témoignait de son parcours lors d'un colloque. L'écran d'ordinateur occupait pour lui une place de fenêtre sur le monde. Là où inquiets, et parfois à raison, certains parents s'alarment des écrans et y voient le début d'un isolement, cet adolescent démontrait que l'écran avait été la condition pour communiquer et lâcher le charabia avec lequel il s'exprimait jusqu'alors et qui de fait l'isolait. C'est en surfant sur la toile qu'il a pu tisser son propre réseau social et y prendre plaisir. Pour Alphonse, c'est en tissant sa toile qu'il pourra établir un contact et se socialiser. Et je laisse la parole à l'équipe. Bonjour. On m'entend pas ? C'est bon ? Nous sommes donc l'équipe de l'IAME du Centre Étienne Marcel. Ok. Nous avons fait le choix de vous présenter donc la situation d'Alphonse, qui nous a semblé illustrer au mieux le tissage qui se fait dans le travail en équipe et comment ce tissage, avec lui et sa mère, lui a permis de se fabriquer, si ce n'est une image, au moins un contour. Nous allons donc partir de l'observation de Marie Fouché, éducatrice spécialisée récemment arrivée, et reprendre le fil de l'histoire d'Alphonse au sein de l'IAME. Pour ce faire, Charlotte Lalue et Céline Webb, éducatrices spécialisées qui ont accueilli Alphonse à son arrivée au sein de l'IAME en 2010 et l'accompagnent depuis. Aurélie Oupillard, éducatrice spécialisée qui a rencontré Alphonse sur le groupe des moyens. Karine Diakate, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Et Abdelkrim Lemgerbat et moi-même, Chloé Benkimoun, psychologue et référent clinique. Pour discuter notre travail, Emmanuel Laurent, auteur et vidéaste traversé par la psychanalyse. Et ce sera donc une présentation à plusieurs voix. À la croisée des regards, un tissage pour permettre à l'enfant de s'envisager. Alors, l'IME est un institut médico-éducatif. On y reçoit des enfants. On n'entend rien. Vous entendez pas ? Ok, pardon. On y reçoit des enfants de 5 à 16 ans avec une reconnaissance de handicap présentant une déficience légère. L'établissement se trouve sur 2 lieux, un pavillon et un préfabriqué avec une cour, séparés d'environ 200 mètres avec une rue à traverser. En 2010, lorsqu'Alphonse y entre, les enfants sont répartis sur des groupes de vie, les petits au préfabriqué et les moyens et les grands au pavillon. Alphonse, qui n'a encore que 6 ans, est entré chez les petits et est passé sur chaque groupe. Il est encore à l'IME aujourd'hui, qui fonctionne depuis septembre dernier de façon décloisonnée. Tous les enfants se trouvant avec tous les éducateurs au préfabriqué et se rendant à leur prise en charge in situ ou au pavillon. Ils sont quasiment tous à temps plein et bénéficient d'une prise en charge éducative, de temps de classe en individuel ou en tout petit groupe, de prise en charge rééducative en orthophonie et psychomotricité et éventuellement de psychothérapie. L'emploi du temps de chaque enfant est pensé en équipe, au cas, par indication, et le référent clinique est garant du projet de l'enfant à l'IME. À l'époque, le référent est un référent de groupe, de vie. Il travaille avec le binôme éducatif du groupe en question. Monsieur Lengarbat était sur le groupe des petits et Madame Benkimoun sur le groupe des moyens. Ils reçoivent également les parents et font le travail de réseau avec les partenaires extérieurs pour les soins à mettre en place. Ce que l'on sait d'Alphonse lorsqu'il arrive à l'IAME. Il est né le 28 août 2004, issu de l'union amoureuse de sa mère avec un cousin du même nom, tous deux originaires d'Afrique subsaharienne. Elle avait 18 ans quand elle est tombée enceinte, mais a fait un déni de grossesse jusqu'au 8e mois. Alphonse a été reconnu par son père, mais il n'en connaît pas l'identité.
Dans un premier temps, madame ne pourra rien dire de la petite enfance de son fils et banalisera les choses en disant que tout était normal. Aux 2 ans d'Alphonse, elle quitte le père et monte à Paris avec son fils. Elle ne trouve pas de travail et ils sont hébergés en hôtel social en banlieue. Au regard de son retard de développement, la PMI de secteur l'oriente vers un CAPS, puis il arrive à l'IME en avril 2010, donc quelques mois avant ses 6 ans. Il faut préciser que si lors de son arrivée, la prise en charge d'Alphonse à l'IME était conditionnée à un mi-temps d'hôpital de jour, c'est un jeune qui, malgré l'intensité de ses troubles, nous a toujours amenés à penser ensemble, à travailler ensemble. C'était pas du tout clivant. Il nous a fait penser à plusieurs et donc croiser nos regards. Arrivée à l'IME en janvier 2019, je travaillais avec les plus petits au sein d'un groupe de vie, alors qu'Alphonse était avec les grands. Je n'étais pas amenée à travailler avec lui, je le croisais uniquement. Il ne s'adressait pas à moi. Et même quand je lui parlais, il n'avait aucune réaction. Même quand j'étais présentée par Aurélie Pillard, éducatrice qu'il connaît. Il ne réagissait pas, il ne m'adressait même pas un coup d'œil. Mais est-ce que vous aviez le sentiment d'exister à ses yeux? Ce qui m'a frappée, c'est qu'il ne me regardait pas. Quand je lui parlais, il ne me répondait pas, comme si je n'existais pas. Et pour autant, il ne m'évitait pas. Ça me rappelle que quand il était petit, à l'atelier Art Brut, il ne s'adressait qu'à Alexandra, qui était son éducatrice référente. Il ne me voyait pas. Quand elle est partie, il pouvait croiser mon regard et je pense qu'il entendait quand je lui parlais. En revanche, depuis la rentrée, il participe à un atelier clip vidéo que je co-anime avec 2 collègues. Et depuis, il s'adresse à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre façon de le regarder? Je crois qu'il attendait, que j'attendais moi, qu'il me regarde. Peut-être qu'à partir du moment où quelque chose nous liait, qu'il m'a regardé ou vu, peut-être que c'est le moment où moi je l'ai regardé, que j'ai regardé sa façon d'être, que je l'ai regardé tout entier, que nous avons pu nous rencontrer. Peut-être à ce moment où j'ai eu un intérêt pour lui, et peut-être qu'il a besoin d'abord d'être regardé pour regarder l'autre, et peut-être qu'il a besoin de se sentir exister dans le regard de l'autre pour pouvoir le voir. En tout cas, on peut penser que le fait qu'il y ait adresse, que vous ayez pensé à cet atelier pour lui, l'a fait vous inclure dans sa toile, dans son réseau. Et surtout le fait qu'au-delà de vouloir vous sentir exister dans son regard, le fait que quelque chose fasse question à son sujet pour vous. Mais finalement, le rapport d'Alphonse à l'autre a toujours été une question pour l'équipe. Je me rappelle quand je suis arrivée en 2013, je le percevais comme un enfant à la fois libre et contraint. Libre de toute obligation sociale et échappant aux règles de vie en collectivité et contraint par son monde intérieur qui l'envahissait et qui débordait dans tous les sens. Dès son arrivée en 2010, Alphonse avait un comportement inadapté avec nous. Même s'il y avait une expression d'une pulsion de vie, ces mouvements envoyaient à une recherche de la validation et l'authentification de sa perception de lui-même. On avait compris que ce comportement trouvait ses origines dans l'incapacité de la mère à répondre aux sollicitations d'Alphonse, mais également, il ne faut pas l'oublier, à l'absence du père. Les conséquences pour Alphonse, ça a été l'émergence d'une angoisse massive, entre autres dans le lien d'attachement à la mère, conjugué à l'absence du père. Au sujet de la mère, ce qui a été frappant lors des entretiens qu'on avait eus, c'est qu'elle n'abordait pas du tout les difficultés psychiques ou le handicap de son enfant. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'elle n'abordait pas du tout le lien qu'elle entretenait avec son fils. Ses propos oscillaient entre non-qualification et disqualification. D'ailleurs, c'était cette disqualification qui avait des conséquences. Des conséquences. Je crois que c'est la disqualification qui fait des choses. Qui avait des conséquences sur son moi, dans le sens où il y avait un discrédit, une confusion alimentée par les difficultés d'investissement positif de cette femme vis-à-vis de son enfant. Oui. Alors, Alphonse est arrivé en 2010, il avait 5 ans et demi. Il se montrait extrêmement agité et dispersé. Il était en perpétuel mouvement. Comme si ça le tenait? Oui, c'est ça. Il était tenu par le mouvement. On avait l'impression qu'il n'avait pas de limite corporelle. Entre lui et l'extérieur, tout semblait confondu. Il courait dans tous les sens, en criant, se déshabillant et en faisant ses besoins dans la cour. Il rencontrait par le corps les autres enfants, en leur donnant des coups et en mordant. Il interpellait les adultes en les appelant maman et s'agrippait, s'arrimait à nous. Il était à la fois en recherche sensorielle, mais rapidement dans l'excitation qui l'envahissait, et notre parole ne pouvait le contenir.
Alors, votre parole, non, mais il me semble qu'il a pu aussi assez rapidement vous nommer et a trouvé en vous, dans votre corps, un point de butée à ce mouvement sans fin. Et sinon, notre seul moyen de l'apaiser était de l'isoler, loin des autres. Alors chaque matin, à l'arrivée sur le groupe de vie, il urinait sur lui, alors qu'il était propre. Nous le changions avec des vêtements de l'IME. C'est suite aux différents échanges lors des réunions cliniques que nous avons tenté d'anticiper son arrivée, en lui proposant de changer de vêtements. Donc, il mettait ceux de l'IME sur lui, les siens dans son sac, pour qu'il puisse les remettre à l'heure du départ. Tel un rituel mis en place pour entrer dans la peau d'Alphonse à l'IME. Nos actes, accompagnés par des paroles, ont bordé, ritualisé son arrivée le matin. Ainsi, il a pu aborder la journée différemment, en manifestant moins d'angoisse, moins d'agressivité, et il arrêtait de se souiller. C'était en quelque sorte son premier costume. Et quel rapport avait-il à son propre corps, à son enveloppe, à sa peau? Alors il se déshabillait quand il faisait froid, se couvrait à l'extrême quand il faisait chaud. Il ne quittait pas son pull en été et il courait tout nu sous la pluie. Ça devait être compliqué les sorties. Oui. En effet, quand nous sortions avec le véhicule, Alphonse s'agitait. Il faisait n'importe quoi, il se détachait, se levait, ouvrait les fenêtres pour sortir du véhicule. Le seul moyen de le canaliser, c'était qu'il soit à côté de l'adulte, en contact avec lui. Oui, même dehors, il fallait qu'il y ait un mur d'un côté et un adulte pour le tenir de l'autre. Il fallait le border. D'ailleurs, la bordure, le contenant, c'est autour de ces axes-là que le travail en psychomotricité se faisait. La psychomotricienne disait qu'il était dans une recherche de holding et il la sollicitait pour de l'enveloppement. L'enveloppement, ça me fait penser qu'il avait toujours un couvre-chef, et notamment une cagoule. Et il s'amusait à la retourner, et du coup on ne voyait plus ses yeux. Ça me fait penser au personnage de Spider-Man qu'il investira plus tard, qui est un personnage qui n'a pas vraiment d'yeux. Il peut voir l'autre à travers ces espaces blancs qui représentent les yeux, mais on ne peut pas voir son regard. Oui, il avait toujours un couvre-chef, la casquette, le bonnet. En été, il avait toujours son manteau avec sa capuche qu'il mettait tout le temps, avec un gros sweat. Il transpirait tellement, on a essayé de lui enlever, mais il ne supportait pas. Il hurlait, ça semblait vital pour lui. Donc, on n'a pas insisté. Oui, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'était effectivement un moyen de sentir les limites de son corps, et on peut aussi se demander s'il ressentait son corps comme contenant. D'ailleurs, son rapport à la nourriture était et reste particulier. Quand il est arrivé, il mangeait la pâte à modeler et le papier. Au repas, il s'impatientait entre les repas, récupérait la nourriture dans la poubelle de table, volait la nourriture dans les placards, prenait beaucoup de poids. On avait l'impression qu'il n'avait pas de sensation de satiété. Mais peut-être que c'était pas tant de se sentir rassasié qu'il recherchait, mais rempli, aussi bien avec ce que ça amène comme sensation au dehors qu'en surface. En parlant de dedans et dehors, au sein de l'établissement, il passait son temps à courir en rentrant et sortant par toutes les portes. Il riait très fort. À cette période, il n'urinait plus sur lui, mais s'est mis à uriner sur les murs de l'UME. À l'extérieur de l'UME, c'était très difficile. Il se déshabillait, avait un comportement inadapté. En course, par exemple, il embrassait les mannequins plastiques de présentation au Monoprix. Au parc, il se sauvait très souvent. On était obligé de lui courir après. Je me rappelle lui avoir couru tout autour du parc. Il se retournait, il me regardait et repartait en courant. Au moment où j'ai arrêté de courir, il est revenu. C'est surprenant quand même, au regard du rapport qu'il semblait avoir à l'autre, le fait qu'il puisse en jouer comme ça. Oui, on avait peur pour lui. Parce que si on courait, en fait, il courait encore plus. Et nous, on n'arrêtait pas. Et c'est comme si, en fait, notre inquiétude qui pouvait se lire à travers qui pouvait se lire sur notre visage et dans nos mots et nos intonations, en fait, n'avait que pour effet que de l'agiter davantage. Et quel était son rapport au langage ? Annick, l'orthophoniste de l'époque, avait décrit lors du bilan d'entrée un discours incompréhensible avec des cascades de syllabes, avec un débit saccadé et rapide. Elle n'avait pas pu faire le bilan parce qu'il était trop agité et son temps d'attention n'excédait pas quelques minutes. Effectivement, il s'exprimait très fort et très mal verbalement. Son jargon, sa voix, faisait enveloppe sonore. Il baragouinait une langue incompréhensible où était dans les colalies. Il n'utilisait pas le jeu, il parlait de lui en utilisant son prénom. Il était très difficile pour lui d'intégrer la vie de groupe et d'entrer dans les apprentissages. Il devait être accompagné individuellement de manière constante. Mais très vite, il a évolué. Il pouvait venir en séance d'orthophonie. Celle-ci avait été organisée en fonction de ses centres d'intérêt. Jeux de loto, puzzle et écouter des histoires.
Ici, on remarque bien ici que le regard est un fait sensoriel par lequel existe une dynamique de mouvement, où les objets extérieurs sont captés vers l'intérieur et les objets internes sont extériorisés à l'autre. Et pour que ces dynamiques de mouvement prennent sens, il faut une action nécessitant l'attente d'un retour pour être porteur justement de signification. Ainsi, on peut comprendre l'importance de ces mouvements qu'induit le regard dans la construction du jeu, dans l'émergence du langage. Et dans une certaine mesure, ça constitue parfois un repère symptomatologique de l'état de l'enveloppe psychique. C'est ce qui faisait défaut chez Alphonse. Et alors, qu'est-ce qu'il voyait quand il était face au miroir? Parce que la psychomotricienne, quand Alphonse est arrivé, l'observait crier après son reflet, mais sans qu'elle puisse être sûre qu'il s'y reconnaissait. Il ne se voyait pas, il ne se reconnaissait pas. Quand il était chez les petits, il pouvait fixer le brodeau en inox posé sur la table, se rapprochant, s'éloignant tel un zoom de façon à créer un mouvement des yeux. Il observait son image déformée en disant « c'est qui lui ?» Il ne faisait pas le lien entre le reflet et lui-même. Lorsque Charlotte nous dit qu'il ne fait pas de lien entre le reflet et lui-même, ça montre bien qu'Alphonse regarde mais ne se voit pas lui-même. Pour Alphonse, son reflet, c'est quelque chose qu'il voit mais dans lequel il ne se reconnaît pas. On voit l'importance qu'à partir du regard, il accède à la constitution, à la conscience de son jeu, qui procure chez lui le sentiment d'exister. Cela démontre les effets d'une certaine forme de carence précoce par le regard parental sur Alphonse, ce qui a influencé bien évidemment le bon fonctionnement psychique et qui a perturbé le développement de son identité dans sa globalité. L'angoisse confrontée à l'expérience de ne pas recevoir en retour a fait que Alphonse cherchait un moyen dans l'environnement. Ici, c'était Guillaume, pour qu'on lui réfléchisse quelque chose de lui-même. Et qu'est-ce qu'il faisait sur le groupe? Alors, sur le groupe de vie, il était fasciné par le mouvement des poissons dans l'aquarium. Assis devant, il semblait apaisé. D'ailleurs, c'est aussi un moyen pour nous de l'aider à s'apaiser. Son œil se fixait sur les déambulations des poissons. Il était captivé, voire hypnotisé. Après, l'idée, ce n'était pas qu'il s'enferme là-dedans non plus. Alors, pour l'aider à participer aux activités collectives, ou au moins à faire des choses avec les autres, nous lui proposions des coloriages de poissons, des activités manuelles centrées autour de ce thème. Et il s'en est saisi. Alors qu'il ne pouvait s'installer que dans des activités sensorielles, comme les jeux d'eau, l'argile et la pâte à modeler. Ce qui nous a surpris, c'est le contraste qu'il pouvait y avoir entre son côté très dispersé, éclaté, et le fait qu'il ne dépassait jamais lorsqu'il coloriait. Il commençait toujours par les contours, puis coloriait de façon très méthodique, très obsessionnelle. Il remplissait tout. Ce que tu dis des coloriages, ça me fait penser à quand j'ai commencé à recevoir Alphonse en psychothérapie en petit groupe, via la médiation peinture. Il est d'abord passé par tout un temps où il peignait, recouvrait la feuille dans sa totalité d'une masse compacte et le mélange des couleurs donnant une couleur terre. L'action de peindre, ou plutôt le geste effectué en peignant, semblait complètement l'absorber. Il n'était pas du tout en lien avec les autres, avec moi-même, pendant ce temps de création. Sa feuille était complètement remplie. Il continuait à recouvrir sans cesse. Il semblait dans une recherche de matière à ce moment-là. J'étais toujours embêtée parce que ses peintures ne séchaient pas. Et à l'atelier art brut, il faisait toujours un cadre le long de la feuille. Et il découpait les lignes d'encart de journal et il remplissait méthodiquement sa feuille de ces lignes. Il y a effectivement quelque chose de vraiment surprenant dans le fait qu'il ne semblait vraiment pas ressentir son corps comme contenant, mais qu'il puisse en revanche considérer une ligne de dessin dans un coloriage comme un bord à ne pas dépasser. Et qu'il puisse même de lui-même représenter le contenant. C'est une vraie question, pour moi en tout cas. Mais pour en revenir à ses centres d'intérêt, je crois qu'après les poissons, il a commencé à s'intéresser à autre chose. Oui, l'équipe craignait qu'il ne s'enferme dans cet intérêt pour les poissons, donc nous lui avons proposé d'autres supports. Comme il aimait les supports imagés, après les poissons, il était captivé par le personnage de Diego, qui est le cousin du personnage de Dora l'exploratrice, dans un livre, Histoire et de coloriage. C'est un an après son arrivée, quand on s'est mis en place le mi-temps avec l'hôpital de jour, que Diego a pris de l'importance. Comme pour Alphonse, il était très difficile de quitter l'EME. Pour se rendre à l'hôpital de jour l'après-midi, nous lui avons confectionné un emploi du temps hebdomadaire avec une figurine de Diego coloriée par Alphonse. Celle-ci était positionnée dans la case représentant le lieu où il devait être au moment donné. S'il n'a pas pu se saisir dans l'immédiat de cette proposition, lorsqu'il a compris ce que représentait cet emploi du temps, il a voulu emmener la figurine et une éducatrice lui a alors proposé d'en fabriquer une avec lui.
Il a donc confectionné une marionnette à partir d'un de ses coloriages qui a été découpé, plastifié et collé sur un bâton. Et c'est lui qui a ensuite pris l'initiative de coller sa propre photo sur la tête du personnage, qu'il emmenait avec lui, d'un lieu à l'autre, en disant « C'est moi Diego ». En fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il ne se prenait pas pour Diego. Il prenait d'une certaine façon l'image au pied de la lettre, si on peut le dire comme ça. C'est comme s'il se disait, puisque c'est Diego qui est à l'hôpital de jour, ça veut dire que Diego c'est moi, et il colle sa photo dessus. Oui, cette figurine, c'était le lien c'est ce qui faisait le lien entre les différents espaces de prise en charge. D'ailleurs, lorsque la prise en charge à l'hôpital de jour a été interrompue, cette figurine est restée là-bas, et Alphonse a cessé d'en parler. Alors, nous y reviendrons après, mais l'idée de la figure qui permet la transition, c'est aussi ce qui a motivé Youssef, alors éducateur sur le groupe des petits, à lui donner le déguisement de Spider-Man lors de son passage chez les moyens. Mais revenons à l'hôpital de jour. Quel changement avez-vous noté lorsque la prise en charge s'est mise en place ? Le changement le plus remarquable a été au niveau du langage. Il bégayait moins, plus de mots étaient compréhensibles et son vocabulaire s'est enrichi. Oui, il y avait même quelque chose de plus nuancé dans sa manière de parler. L'intonation commençait à apparaître. On pouvait commencer à distinguer des exclamations, des interrogations, et ça, pour le coup, ça aidait vraiment à le comprendre mieux. C'était très beau. Comme si finalement la scansion entre les différents temps et lieux lui permettait d'introduire de l'espace entre les mots. Et à l'atelier art brut, avec les lignes d'encart, après donc les lignes d'encart, il s'est mis en fait à découper les lettres et à en remplir la feuille. Et je me souviens que le docteur Buin, référent clinique à l'époque, nous disait que ça signifiait qu'il avait envie de rentrer dans l'écriture et dans la lecture. Et en psychomotricité, Maud, la psychomotricienne, décrivait qu'il pouvait passer un temps considérable à rester assis, probablement tenu par les appuis que fournissent la chaise et le sol, et à tracer des boucles. Là encore, il y a quelque chose d'un peu énigmatique, peut-être qu'il nous dit quelque chose du rapport entre le mouvement en boucle du corps et les prémices de l'accès à la lettre. Et comment se comportait-il à l'hôpital de jour ? À l'hôpital de jour, il était décrit comme insaisissable par les adultes, silencieux et triste, mais qui parvenait à être avec ses pairs, à condition de rester en périphérie. Il n'était pas impressionné par la violence des autres, et même quand elle lui était adressée, il ne répondait pas. Oui, il était même décrit comme pouvant s'infiltrer dans un groupe de plus grands. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il pouvait passer incognito, et c'était quand même radicalement différent de ce qui se passait à l'IME. Oui, mais ce qu'il y avait de commun, c'était ses réactions à l'intrusion des autres. Là, il pouvait se mettre dans des colères impressionnantes, qui ne pouvaient pas être mises en mots malgré les progrès langagiers. Mais d'ailleurs, l'expression de la violence des autres pouvait venir faire écho en lui. Est-ce que c'est pas à travers cette question-là qu'il a commencé à imiter Lamine, l'enfant un peu leader du groupe des petits ? Je pense en fait que c'est parce qu'il y avait quelque chose de familier entre Lamine et Alphonse qui s'est passé quelque chose. C'est ce familier en fait qui a fait point de contact entre eux et qui a fait qu'Alphonse a pu attraper autre chose à imiter chez Lamine. Il faut qu'il y ait un peu de papa, un peu de pareil et un peu de pas pareil. Oui. Quand il créait, Alphonse était dans sa bulle, hermétique à ce qui l'entourait. Il ne parlait ni aux enfants, ni à moi. Il ne nous regardait pas et semblait même ne pas pouvoir nous voir. Petit à petit, l'autre est devenu support, modèle d'imitation, en ce sens qu'il pouvait avoir envie de faire comme, de peindre comme. Mais par contre, Alphonse ne supportait pas que l'autre tente de faire comme lui. Si un autre enfant s'approchait alors qu'il était concentré, Alphonse le vivait comme une effraction. Il rentrait dans une grosse colère à ce moment-là. C'est Alphonse qui était en mesure de sentir quand il pouvait être en lien avec ses pairs dans ces moments de création. Alphonse sortait de son hermétisme, mais simplement quand il le pouvait. D'ailleurs, c'est également le moment où il a commencé à s'intéresser aux empreintes. Il y a eu tout un temps où Alphonse s'est mis à prendre des objets qui étaient dans la salle, à les peindre, et à en laisser une empreinte sur la feuille. Il a fait pareil avec ses mains. Et du coup, quand la trace n'était pas assez prononcée pour lui, il reprenait de la peinture et il repassait par-dessus. Et du coup, il me semble qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait peu de place pour l'autre, et donc pour la rencontre. Mais par contre, à ce moment-là, il y avait de la place pour lui, Alphonse. Il laissait des traces, ses empreintes. J'avais l'impression qu'il pouvait commencer à être en tant que tel à certains moments. Et pourquoi la prise en charge à l'hôpital de jour s'est-elle arrêtée ? Alors, Madame ne voyait pas du tout l'intérêt de la prise en charge de
de l'intérêt des soins psychiques pour son fils. D'ailleurs, elle ne venait jamais au rendez-vous, très peu. Comme vous savez, dans le cadre de l'hôpital de jour, quand la mère n'était pas, enfin, quand les parents ne sont pas partie prenante de la prise en charge de leur enfant, eh bien la prise en charge s'arrêtait. C'est ce qui s'était passé pour Alphonse. De notre côté, madame, disons qu'elle brillait par la régularité aussi de ses absences. Mais Alphonse investissait énormément l'IME. Et de ce fait, d'ailleurs, madame avait souhaité que son fils soit à temps plein à l'IME, ce qui était aussi une certaine forme d'investissement de madame pour notre institution. Mais il nous semblait important de ne pas y répondre afin de montrer cette temporalité marquée par l'absence de soins afin qu'elle puisse réaliser la nécessité des soins pour son fils. Et puis il faut dire qu'il y a une rencontre qui ne s'est pas faite au départ. Madame pourra dire plus tard la douleur que ça a été pour elle à la naissance avec cet enfant qu'elle n'attendait pas et qui ne l'a pas regardé. Il ne l'a pas faite mère. Ils se sont retrouvés en présence, et encore, mais ils ne se sont pas rencontrés. Il me semble que cela peut expliquer les difficultés d'investissement dans lesquelles elle se trouvait. Je pense que pendant très longtemps, il n'était pas dans sa pensée. Il était dans un espèce d'espace autre dans sa tête. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec un enfant qu'elle n'a pas voulu, n'a pas attendu et qui ne la regarde pas. À d'un seul coup, plusieurs institutions qui s'intéressent à elle en lui retournant « Mais alors du coup, vous faites comment avec lui? Parlez-nous de votre fils » alors qu'elle n'en est pas là. Il me semble que c'est qu'après, une fois qu'elle a eu ses 3 autres enfants, avec notamment les 2 dernières grossesses pendant qu'Alphonse était à l'hôpital de jour, et notamment quand elle a eu son 2e garçon, qu'elle s'est sentie mère et qu'elle a pu alors commencer à regarder son aîné. Elle pourra dire, après coup, avec le recul, l'allaitement, c'était pas aussi agréable qu'avec les autres. On avait du mal à s'accrocher avec Alphonse. Je voulais être joyeuse avec lui, qu'il me rende joyeuse. J'aime les bébés, il me faisait pitié. Mais à l'époque de l'hôpital de jour, elle vit le regard des autres comme une intrusion, comme s'il lui disait « Mais en fait, vous faites mal ». En tout cas, l'interruption de cette prise en charge a été assez déroutante pour Alphonse, qui présentait alors beaucoup d'excitation et d'agressivité alternant avec des périodes de retrait. Il lui arrivait de quitter le groupe pour s'isoler, rejoindre son monde intérieur en sortant dans la cour pour tout noyer et en parlant à voix basse. Il lui arrivait également de rester immobile et silencieux, le visage tourné vers le ciel, absorbé par ses pensées comme déconnecté de la réalité. Pendant cette période, un jeune garçon du groupe porte très souvent le costume de Spider-Man et l'accapare. Alors Alphonse en vient à s'intéresser à ce personnage. Il se met à l'investir. Lors des temps libres, il aime particulièrement faire des coloriages de Spider-Man. Il est appliqué, voire trop appliqué, ne supportant pas de dépasser. Il colorie de manière compulsive. Il aime se déguiser avec le costume. Et nous remarquons qu'il devient Spider-Man une fois costumé. Il ne fait pas semblant. Je me demande s'il aurait investi ce personnage s'il ne l'avait pas vu incarné. En fait, c'est surprenant, parce qu'on dirait qu'il y a un aller-retour entre la réalité et l'image. Il le voit en vrai, et après il le remplit en coloriage. Et ensuite, chez les moments, il le décompose en dessin et le recompose en couture. Oui, alors en fait, le costume de Spider-Man du groupe des petits lui a été donné par Youssef, un éducateur auquel il était très attaché lors de son passage sur le groupe des moyens. C'est comme s'il l'avait adoubé. Et d'ailleurs, c'est au moment où le dessin libre... C'est le moment où le dessin libre, dans le dessin libre, les formes géométriques laissent place au dessin du bonhomme avec accompagné d'un « c'est moi ». Comme nous vous l'indiquions auparavant, l'angoisse confrontée à l'expérience de ne pas recevoir en retour a fait que Alphonse cherchait un autre moyen pour que son environnement lui réfléchisse quelque chose de lui-même. La solution a été pour lui l'utilisation d'un substitut, d'un support, qui lui permet d'être en échange significatif avec l'autre, tout en lui permettant alternativement l'enrichissement de soi et la mise en signification des choses qu'il voit. Ce substitut était ce personnage de fiction. Alors, en 2015, il va sur ses 11 ans et l'équipe repère qu'Alphonse semble ne plus se reconnaître comme faisant partie du groupe des petits. Il repousse ou utilise les plus jeunes et recherche l'adhésion des plus grands et des leaders. Son passage sur le groupe des moyens se fait en avril 2015. Il change du coup d'éducatrice au quotidien et de référent clinique. Dans un premier temps, il continue les coloriages de Spider-Man qu'il refait strictement à l'identique au modèle. Il nous semblait important de le décoller du coloriage, du remplissage. Et avec l'idée de l'amener à créer ? Oui, on se disait qu'il fallait faire quelque chose de ces coloriages, donc on lui a acheté un cahier de dessin. Et c'est ce cahier de dessin, donc ce support, qui
qui lui a permis, dans un premier temps, de rassembler pour ensuite pouvoir créer dans un deuxième temps. C'est aussi devenu un objet comme la marionnette Diego, qui lui permettait de circuler au sein de l'IME entre les différents lieux de prise en charge. Et c'est aussi devenu un objet porteur de questions avec lequel il a pu circuler au sein de l'IME pendant tout un temps. Oui, et c'était un support qu'il a connu en atelier bande dessinée, donc j'imaginais qu'il pouvait s'en saisir. Et comme il y avait moins de mouvement sur le groupe des moyens, moins d'ébullition, il a pu lui-même s'arranger un temps, s'installer. C'est ce qui lui a permis, au fur et à mesure, d'investir le dessin. Et donc, comment est-ce qu'il est passé du coloriage au dessin ? Alors, il a d'abord collé systématiquement en double les coloriages en miroir. Puis, il découpait la silhouette de Spider-Man dans le coloriage, la collait sur le cahier et dessinait un fond en arrière-plan, puis dessinait en miroir ce qu'il venait de faire. Il n'y avait que Spider-Man ? Oui, et ce qui était même impressionnant, c'est qu'il lui était insupportable et incompréhensible que ses camarades puissent ne serait-ce que l'évoquer. Il ne supportait pas que les autres puissent faire des coloriages du même thème, comme s'il se sentait dépossédé de ce qu'il estimait être son image. En même temps, le collage en miroir me fait penser à la question qu'il amenait en boucle à l'époque. « T'es mon copain » qu'il adressait sans cesse à Lamine, qu'il a alors retrouvé chez les moyens. Mais c'était toujours collé à l'autre. Il n'était pas en relation avec eux. Quand Lamine et Bruno, deux enfants du groupe, dansaient, Alphonse les imitait, mais il n'était pas inclus. Il était à côté d'eux, en même temps qu'eux, mais pas avec eux. C'est d'ailleurs ce qui l'a aidé à évoluer. Il les imitait. Car on peut dire qu'auparavant, il était replié sur sa propre rythmique intérieure. Il aimait danser seul, très souvent devant les clips de coupé-décalé, et avait du mal à accepter qu'un autre essaie de danser comme lui, s'il n'était pas de la même culture. Oui, c'est comme s'il commençait à avoir accès à quelque chose de l'ordre du groupe, de la communauté. En parallèle, en séance, il a commencé à interroger le groupe d'appartenance de Spider-Man d'une part et de Peter Parker d'autre part, sans avoir encore identifié en fait que c'était un seul et même personnage. Par ailleurs, je te rejoins dans l'idée du parallèle entre le double et le copain, parce que celui qui l'interrogeait là-dessus, Lamine, lui ressemblait en beaucoup de points, que ce soit au niveau de son physique, de son histoire et de leurs problématiques vis-à-vis de la violence interne. En séance, il s'est mis à se mettre au travail via le personnage de Venom. Anti-héros évoluant dans l'univers Marvel, c'est un personnage noir qui apparaît généralement en association avec le personnage de Spider-Man. C'est un extraterrestre amorphe, semblable à une forme liquide, qui survit en se liant avec un hôte généralement humain. Bien plus que la couleur de peau, il questionne autour du bien et du mal à travers ce personnage, de la même façon qu'il interroge la violence chez certains enfants de l'IME. Cette idée selon laquelle Spider-Man donne corps à Venom, il la met au travail avec le dessin, expérimentant la question du contenant, du transvasement. Et quand il est dans ce questionnement-là, par l'intermédiaire du dessin, il est hermétique à toute question. Lorsqu'il est dans sa phase pure de création, il ne peut pas être en lien avec moi. Tout semble se verrouiller, se refermer, comme si son regard se tournait vers son dedans. Spider-Man l'occupe psychiquement, même si c'est obsessionnel, ça le canalisait. Quand il était en relation avec les autres, il était vite tourbillonnant, très excité. Et de se remettre au dessin de Spider-Man, ça le recentrait. Ici, on assiste bien à l'expression de cette thématique narcissique et identitaire chez Alphonse, qui est en pleine ébullition, à vif même. Cela constitue d'ailleurs une certaine forme de conjoncture identificatoire, pouvant renvoyer à ce que Lacan développait avec la notion du statut miroir, où l'enfant, en la présence de la mère, accède à la constitution de son jeu. Cette conjoncture identificatoire, via ce personnage de fiction, mais aussi par notre présence, permis à Alphonse d'être dans une dynamique qui contribue à donner corps au processus qui favorise une constitution unifiée et signifiante de son jeu, tout en développant sa représentation de soi. Cette idée de donner corps, c'est ce qui nous a fait lui proposer de se fabriquer un costume. En effet, arrivé dans le groupe des moyens, il porte assez souvent celui du groupe des petits. Au sein de l'IME, voire à l'extérieur, notamment au parc, où son attitude déjà particulière au naturel pouvait interpeller les gens. Il était Spider-Man, aussi nous avons décidé qu'il ne porterait plus ce déguisement à l'extérieur.
en séance, il y a eu la phase où il se dessinait avec le costume de Spider-Man. Il passait un temps considérable à dessiner les mailles de la toile d'araignée. C'était un vrai travail d'orfèvre. Il tissait, construisait en lui. Il était très posé et concentré quand il dessinait. Il construisait petit à petit, s'étoffant. Il y avait un jeu de jeu. Alphonse pouvait dire « Je suis Spider-Man ». C'est pour le faux. Mais non, c'est moi, Spider-Man. Il interrogeait beaucoup sur ses super pouvoirs et disait qu'il allait se faire piquer, mort d'ailleurs par une araignée. Et il cherchait à comprendre comment les araignées faisaient pour grimper au mur et pour tisser leur toile. Et à ce moment-là, il était très sérieux. Il n'était plus question de jeu, il était dans une vraie quête. Alphonse a rapidement fait part de son envie d'avoir un costume de Spider-Man, bien à lui et à sa taille. En effet, le déguisement du groupe des petits ne contient plus vraiment son corps qui grandit. Il désire que sa mère lui en achète un, ou que nous, Charlotte et moi, lui en achetions un. Nous lui répondions régulièrement que nous ne pouvions pas lui en acheter un. Quoi qu'il ait l'échéance, nous servait aussi de prétexte afin qu'il investisse la vie autrement que par ce personnage qui prend une place massive dans sa vie. Spider-Man peut m'aider, il est grand, il est fort, sont des phrases qu'il répète souvent. Nous sentons dans une impasse et envahis par ces questions, nous ne parvenions plus à nous décaler. Et c'est vous qui, en réunion, nous avez retourné la question, et pourquoi pas lui faire faire ce déguisement. Mais certes, l'idée c'était de partir de ce qui l'amenait. Plutôt que d'essayer de le détourner de ce personnage, il me semblait important de l'entendre comme une piste, un moyen que lui avait trouvé d'aborder le monde. Aussi, il y avait deux axes de travail. D'une part, se saisir de cet intérêt singulier pour l'aider à trouver un moyen de se contenir, mais aussi l'accompagner dans la distinction entre l'imaginaire et la réalité, en introduisant la nuance entre être Spider-Man et jouer à Spider-Man, en insistant sur l'idée qu'il s'agissait d'un déguisement. Oui, ça nous inquiétait un peu. Ça nous obligeait à nous décaler de notre positionnement habituel, là où on pense généralement en activité collective, avec des choses que nous proposons. Il nous a fallu penser individuellement, voire exclusif, au sein du groupe, sous le regard des autres. Là où habituellement nous organisons l'activité de A à Z, là, vous me disiez, de nous laisser entraîner par Alphonse, tout en balisant, tout en bordant son travail. Oui, il fallait structurer le projet, mais le laisser nous mener aussi. Avec l'aide de l'équipe, il ébauche un premier costume, en enfilant des collants achetés au Monoprix. Mais cela n'est pas satisfaisant. La couleur et surtout la matière, c'était pas ça. Il a expérimenté par sensation finalement à ce moment-là. Et peut-être aussi chercher ce qui faisait trait pour lui dans le personnage. Oui, alors l'idée était donc de se lancer dans la couture, afin qu'il confectionne avec notre aide un déguisement véritablement satisfaisant à ses yeux. Afin qu'Alphonse, très impatient et que nous, moins pressés, puissions nous projeter dans la confection du déguisement, nous avons repris l'outil calendrier visuel et nous avons décidé de débuter le projet couture en octobre 2016 avec l'horizon Halloween de l'année suivante. Dès lors, chaque jour à son arrivée, il barrera le jour qui va s'écouler. Nous avons quelques mois devant nous avant de commencer cette activité avec lui et avons convenu qu'en attendant, il reprenne les choses au début et qu'il dessine les différentes parties de ce déguisement dans son cahier de dessin, comme un patron, d'une certaine façon. Quand la confection du déguisement débute, nous, Alphonse et l'équipe, faisons avec les moyens du bord. Ce qui a stimulé notre créativité et nous a obligés à trouver des solutions. Nous avons commencé... Pardon. Ça marche ? Oui. Nous avons commencé par les bottes en récupérant des chaussons de danse. Nous avons superposé du tissu rouge avec de la colle, nous l'avons doublé de molleton et avons utilisé d'avant velcro afin de pouvoir les ouvrir et les fermer facilement. Alphonse a appris à coudre à ce moment-là. Il a fallu qu'il joigne les différentes parties qui constituaient les bottes. Tissu, molleton, velcro. Il a commencé par faire des points de couture dans tous les sens. Puis les points sont devenus très vite plus soignés, précis et réguliers. Il a commencé par faire... Pardon. Il a longtemps eu besoin de nous pour faire les nœuds. Aujourd'hui, il sait les faire tout seul. Il a utilisé du feutre noir afin de dessiner la toile d'araignée sur les bottes. Nous avons ensuite acheté un collant de laine rouge, un t-shirt rouge, ainsi qu'un legging bleu. Alphonse a alors confectionné le masque de Spider-Man. Il a utilisé du tulle blanc pour les yeux. Les fameux yeux qui y voient sans qu'on puisse le voir. Oui. Il s'est ainsi saisi des différentes médiations qu'il avait expérimentées en confectionnant les bottes, couture, collage, dessin, afin de réaliser les différentes parties du déguisement. Et puis, pour certaines parties,
qu'il voulait parfaitement hermétique, nous avons utilisé la machine à coudre. Seul le pantalon a été acheté tout fait. Oui, si la couleur n'était pas celle escomptée, la matière était celle qu'il fallait, du lycra. Ça moulait, et il voulait que ça moule. La partie la plus délicate de la création fut la confection des gants. On s'y est pris maintes et maintes fois, lui et nous, afin de trouver la bonne dimension de découpe. Il faut beaucoup, beaucoup de tissu. Il a su trouver les solutions par ses propres moyens, en utilisant de la feutrine rouge et en trouvant la juste mesure afin que ses mains entrent dedans. Il pige vite. La création de manchettes en feutrine et objets de récupération ont clos la confection du déguisement. Il nous faut aussi préciser qu'il a été nécessaire de baliser le temps couture dans la semaine, parce qu'il ne parlait plus que de ça. Donc on a décidé que ce serait tous les jeudis matins. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait encore une fois la nécessité de scander quelque chose dans le temps pour lui, de marquer un espace-temps avec un début et une fin. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, une fois que ce temps était délimité, qu'il a pu commencer à aborder d'autres questions. Il travaille énormément sur la relation à l'autre, par le groupe de parole, les jeux, les différentes médiations, les sorties et l'accompagnement éducatif. Il travaille sur l'autonomie. Il aime prendre l'ascenseur tout seul à la piscine ou au Monoprix. Je suis autonome, je suis grand, dit-il. Il déplace le long des murs du groupe des caplas, des feutres. Il dit travailler son autonomie. Cela fait signe chez nous, pour travailler avec lui l'autonomie. Peu de temps après, il va acquérir la petite autonomie qui consiste à pouvoir faire le trajet seul entre les deux lieux de l'IME. Il me semble qu'on voit là comment l'expérimentation de la bordure qui se faisait sur le corps propre et dans le sensoriel avant évolue. Là, on a l'impression qu'il essaye de se le représenter, de délimiter un espace. Il fait le tour de la salle de groupe avec les caplas le long des murs, il double la bordure. Il y a même quelque chose qui se rapprocherait du jeu, puisqu'un caplas ou un feutre représente tel ou tel bus. Et en même temps, il continue à progresser dans le dessin. Alors le stagiaire qu'il y avait à l'époque sur le groupe avait amené Alphonse à se questionner sur ce qu'il y avait derrière le masque de Spider-Man en lui proposant des coloriages avec le personnage de Peter Parker, qu'Alphonse a colorié et dessiné en marron au départ. Et ce n'est qu'une fois qu'il a pu se dessiner lui-même portant le costume et se nommant Alphonse Parker qu'il a pu intégrer le fait que Peter Parker était blanc. Oui, et c'est aussi à ce moment-là qu'il se coloriait la peau en marron avec un feutre. Il pouvait s'interroger sur d'autres figures comme Stevie Wonder ou Michael Jackson. Il y avait aussi l'initiation à la musculation induite par ce même stagiaire. On avait l'impression que de la même façon que Peter Parker change de stature, de tonus lorsqu'il est en Spider-Man, qu'Alphonse cherchait cet effet gainant en voulant développer sa musculature. Il élabore aussi plus de choses, mais de plus en plus de mots sur ce qui se passe en lui. Prend du recul, comment ça fonctionne dans sa tête et chez les autres. Pose beaucoup de questions sur le genre en choisissant des films à la médiathèque, à condition qu'il y ait un garçon sur la couverture du DVD. Je se projette, je veux me marier, je veux avoir un travail. Il sort de plus en plus de son monde intérieur qui le coupe des autres. Il profite pleinement de l'institution, apprend et progresse dans tous les domaines, scolaire, jeux, verbalisation, savoir-vivre, autonomie. Oui, et un des progrès les plus remarquables, c'est que c'est aussi le moment où il entre dans la lecture, comme disent Éléonore l'orthophoniste et Aurélie, la maîtresse. Et il le fait par le corps. Éléonore expliquait que ce qui faisait son pour Alphonse, c'était le geste, pas la lettre. Il a appris à lire avec une méthode qui associe un geste à un son. Et parallèlement à ça, avec le costume, c'est comme si d'expérimenter l'espace entre les morceaux de tissu lui permettait de se représenter l'espace entre les mots. Et c'est tout ce travail qui lui permet de faire phrase. Pour ma part, c'est aussi le moment où j'ai le sentiment qu'il me repère en tant que référente clinique. Il m'interpelle, ce qui est déjà nouveau, et par mon nom, ce qui redouble la surprise. Il me demande de voir sa mère en entretien, notamment pour parler avec elle de ce qu'il adviendra du costume une fois celui-ci terminé. Comme dans un prolongement du travail sur le groupe de vie, il s'interrogeait autour des transformations corporelles, des relations avec les filles, avec les femmes, que ce soit la dimension maternelle ou la dimension amoureuse. Il y avait le rapport au toucher aussi qui était questionné, les relations d'amitié. Et il questionnait tout cela à travers le personnage Marvel. De la question des origines de Spider-Man, d'une part, à la filiation de Peter Parker, d'autre part. À ce moment-là, il a pu se dessiner, lui, à côté de Spider-Man. Il se dessinait également dans des moments du quotidien, comme allant à la piscine à l'IME. Parfois, il revenait même sur certains dessins des semaines précédentes pour les compléter.
Ce qui est intéressant, semble-t-il aussi, c'est qu'Alphonse s'est toujours intéressé à des personnages, à condition qu'ils soient pris dans un récit. Il s'est toujours intéressé à des images, à condition qu'elles soient en lien avec une histoire. En parallèle de la confection de son costume, sa mère, de son côté, essayait de le tisser dans la trame de son histoire. Madame est constamment dans un entre-deux. Sa propre mère, d'un village sudiste, a renoncé, voire renié par amour pour le père nordiste de Madame, à sa langue, à sa religion et à ses coutumes. Madame B, la mère d'Alphonse, elle, sait que sa mère n'est pas de la région. Mais les voisins, personne autour ne le sait, et ça serait très mal vu. Le père de Madame est un imam respecté, considéré comme un sage. Elle est très fière de cela et de l'amour qu'il y a entre ses parents, et précise qu'étant la préférée de son père, elle a fait des études et a eu un bac scientifique. Mais en 2002, ses parents sont assassinés sous ses yeux par les sudistes du fait de la mixité du couple. Mais cette mixité, c'est aussi ce qui sauve la vie de Madame. Elle n'était pas une nordiste pure souche, dit-elle, pas une B pure souche. C'est dans cette période traumatique qu'elle arrive en France et retrouve Monsieur B, cousin du même nom qu'elle, union de laquelle naît Alphonse, pure souche pour le coup, mais pas attendue. Et on a l'impression qu'Alphonse est logé dans le trou de ce trauma et que ça participe à l'achoppement de leur rencontre. Pour revenir à la question de la filiation, celle-ci est venue aussi sur le groupe, mais d'une autre façon. Peu avant l'été 2017, Alphonse faisait son show, c'est comme ça qu'il l'appelle, et le nom de scène choisi nous laissait entendre comme une homonymie entre son patronyme et le mot « bâtard ». Nous nous rendions compte que nous n'arrivions pas à nous y retrouver dans les représentations de la famille d'Alphonse, comme s'il avait déposé en nous cette question, nous amenant à la travailler en parallèle avec sa mère. En effet, si Alphonse voyait de temps en temps celui qui est son père, il n'est pas nommé comme tel, il est présenté comme un tonton qui pouvait lui amener des cadeaux, mais jamais ajusté, jamais de la bonne taille. Madame dira « Je sais qu'Alphonse sait, mais je sais aussi qu'il a besoin de m'entendre lui dire. Mais j'aimerais lui dire avec vous, ici. » Des effets qu'ont eu cet entretien, quand elle lui a annoncé, peu ont été visibles dans l'immédiat. Il a écouté, très attentivement, de côté, du coin de l'œil, en a accusé réception et a demandé à retourner sur son groupe de vie pour terminer son costume. La confection du costume a pris fin à peu près simultanément en mai 2017. Cela étant, il a fallu lui faire l'expérience de porter son costume. Oui, finalement, le costume donnait vie à Alphonse Parker. Au fur et à mesure de l'avancée de son déguisement, qui s'est déroulé sur environ 6 mois, Alphonse est devenu un modèle pour ses camarades. Il n'est plus le plus petit du groupe, il prend de l'assurance. Lui qui avait tant lutté pour être reconnu par ses pairs, il devient un repère pour les autres. En fait, tout ce travail qu'il a fait, alliant contenant et contenu, lui a également permis d'être plus tranquille avec ses pairs dans la mesure où il ne se sentait plus dépossédé de ce qu'il estimait être son image. Par contre, ce qu'il ne supportait pas étant petit avec les autres qui s'intéressaient à Spider-Man, cet insupportable s'est déplacé sur son prénom écrit. Aucun de ses pairs n'a le droit de regarder ou toucher l'inscription de son prénom. De la même façon est apparue la question « Pourquoi tu me regardes ?» Comme si, toujours avec ce travail de l'espace entre deux, il avait pu commencer à repérer celui qui existe entre lui et l'autre. Il a fallu plusieurs années, ce n'est pas fini, pour que ces avatars identitaires, ces personnages de fiction, se détachent de la représentation qu'il se fait lui-même. Néanmoins, ces personnages demeurent comme un substrat lié psychiquement aux aléas de la construction de son identité, substrat entend bien évidemment comme support. Après la confection du costume, Alphonse a poursuivi son travail introspectif, tout en ayant par moments le besoin de se dessiner à nouveau sous ou avec le costume, la peau de Spider-Man. Comme pour consolider son enveloppe, son contenant. C'est peu de temps après qu'il a commencé à se dessiner avec sa casquette. Alphonse est passé par un dessin où la casquette était dessinée juste à côté de lui, et puis il s'est dessiné quasi systématiquement avec la casquette sur sa tête, alors qu'il pose pendant la séance la casquette sur la table pour dessiner au plus près, me semble-t-il. Il y a eu un passage de la nécessité de se dessiner, se représenter, porter un masque, à la nécessité de se dessiner, porter une casquette. Le regard devient alors accessible. Cela me questionne. Se rencontre-t-on pour autant mieux? Le masque facilitait-il? Empêchait-il? Le regard dégagé permet-il de se voir et surtout de se regarder au sens d'une vraie rencontre? C'est vrai que la casquette donne un bord au regard. Aujourd'hui, il re-questionne quelque chose du regard avec les lunettes que portent les rappeurs. À la rentrée 2018, alors qu'Alphonse a été placé,
il était extrêmement persécuté. Il a comme automatisé, systématisé le fait de se dessiner au plus près pendant ses séances. Alphonse était dans sa bulle, hermétique, même en dehors des temps de création, refusant de parler, voire m'envoyant balader lorsque j'osais une question. En effet, à la rentrée 2018, l'ensemble de la fratrie a été placé en urgence. Le lundi matin de la dernière semaine d'août, Alphonse était dehors à attendre le transporteur pour venir à l'IME, alors que la rentrée n'aurait lieu que 2 jours plus tard. Attendant de fait en vain, il a interpellé une voiture de police qui passait par là, leur demandant de l'accompagner à l'IME. Les agents ont préféré le ramener chez lui, découvrant alors que du fait de problèmes d'organisation, Sophia, 8 ans, était en charge d'Alphonse et des 2 petits derniers âgés de 4 et 5 ans. Ainsi, Alphonse a été en famille d'accueil pendant 3 semaines en septembre 2018 et Sophia également. Quant aux petits, ils ont été placés ensemble et sont revenus au domicile en mai dernier. Ça a éveillé un sentiment de persécution très fort pour Alphonse, qui ne pouvait plus s'autoriser à parler, craignant sans cesse que ses propos soient rapportés au juge, quelle que soit la teneur de ceux-ci. Aussi, ce que cela a mis au travail pour lui s'est fait dans son intériorité. Ça lui a permis de re-questionner le lien entre pensée et dire, et de s'assurer que ce qui se passait dans sa tête lui appartenait toujours. Il lui a fallu beaucoup de temps pour pouvoir retisser un lien de confiance avec les adultes de l'IME. Si cette situation a été vécue très violemment par l'ensemble de la famille, cela a cependant permis à Madame d'évoquer ses difficultés d'organisation dans un lien de confiance qui s'est instauré avec la référente de la situation sociale. Au moment du placement, donc, Alphonse se scrutait avant de se dessiner. Il se scrutait tout en se dessinant. Il regardait ses chaussures et insistait en dessinant sur les coutures de celles-ci. Quand il voulait dessiner sa ceinture, il soulevait le t-shirt, la regardait attentivement avant de pouvoir la dessiner. Et il posait sa casquette sur le bureau, mais c'était pour mieux se dessiner avec. Alphonse se dessinait avec sa tenue du jour. Il se dessinait lui, mais c'était comme s'il était seul à ce moment-là. Il me regardait, on se rencontrait brièvement, furtivement lorsqu'il arrivait, et quand il finissait son dessin. Mais pendant le temps de dessin, c'est comme si je n'étais pas là. C'était à nouveau très hermétique. Il se repliait et ne parlait que très peu, étant dans le refus et mentionnant le juge. À ce moment-là, il s'est dessiné en commençant par les pieds. Et il m'apparaît que lors de ces séances, il était le plus ancré. Lorsqu'il commençait par sa tête, c'était en général plus compliqué. Et d'ailleurs, assez régulièrement, il disait avoir raté et recommençait un dessin en commençant cette fois-ci en se dessinant par les pieds. Il lui est arrivé une fois de se dessiner en commençant par son t-shirt pendant cette période. Ce jour-là, il avait pris énormément de temps pour dessiner le Spider-Man qui était sur son t-shirt et donc la toile, alors que depuis quelque temps, il ne le faisait plus. Il me semble que cela a répondu, ce jour-là en tout cas, au besoin de se rassembler face à une difficulté rencontrée, éprouvée. Alphonse crie encore sans contact, regard. Il peut encore parler, comme à lui-même, chantonner. Il chemine, travaille sur lui, en lui. Il semble avoir encore besoin certaines fois de se créer une enveloppe sonore qui l'aide à se concentrer, à se rassembler, mais pour le coup cela l'étaye et le coupe aussi de l'autre. Alors aujourd'hui, dans un IME décloisonné, on voit bien comment Alphonse peut s'adresser à chacun des professionnels pour des choses spécifiques. Il vient même questionner la cohérence et le discours commun de l'institution. Il re-questionne la cohérence entre le discours institutionnel et le discours familial ou extérieur. On a également remarqué que ce décloisonnement en interne a permis à Alphonse de circuler entre les espaces, de se décaler du regard de l'autre, d'être en bordure, tout en étant avec les autres. Là où la vie de groupe lui imposait la présence et le regard de l'autre, et l'obligeait aussi à être dans le groupe, dans l'entre-soi. Les relations aux autres adultes, même ceux qu'il ne connaît pas, sont plus aisées, d'autant que son niveau langagier a beaucoup évolué. Il est possible d'avoir une conversation avec lui maintenant. Il est plus en mesure de faire des choses avec d'autres, et même s'il a des moments où elles semblent vraiment en lui, on a l'impression qu'il met au travail à sa façon, c'est-à-dire toujours de façon très systématique, la relation à l'autre, puisque ses intérêts sont tournés vers les jeux de cartes. Étonnant. Oui, l'autre jour, je travaillais avec un autre enfant et il m'a interpellée par mon prénom pour me demander « Marie, tu viens jouer avec moi ?» J'ai l'impression qu'aussi bien l'atelier qu'on fait ensemble que le travail sur le colloque ont changé mon rapport à lui et donc son rapport à moi. Oui, c'est ce qu'on se disait au début. C'est lorsqu'on a des choses qui font question à son sujet, lorsqu'on accepte d'être manquant à son sujet, que cette question marque un espace entre lui et nous, que quelque chose peut advenir de la rencontre avec lui. Oui, tout à fait.
Et pour moi, l'atelier clip permet à Alphonse de travailler le rapport qu'il a de sa propre image et de sa voix. Au moment d'écouter les enregistrements sur l'ordinateur, Alphonse est très impatient. Lorsque sa voix s'entend, il rit fort, comme s'il se reconnaissait. Se reconnaît-il vraiment? Ce rire peut signifier plusieurs choses. Qu'il se reconnaît et que cela l'angoisse, ou qu'il aime s'entendre et est fier de lui. Éléonore, donc l'orthophoniste qui travaille avec lui la prononciation, le fait s'enregistrer et réécouter sa propre voix pour qu'il rectifie. Et lorsqu'elle lui a demandé qui il entendait dans l'enregistrement, il lui a répondu « C'est Alphonse, Alphonse le bâtard ». Nous avons, depuis quelques séances, commencé à filmer. Alphonse est très intéressé, essentiellement par la danse. C'est d'ailleurs un très bon danseur. Il se regarde en train de danser, il regarde ses bras, ses jambes qui bougent. Nous avons visionné les vidéos de nos danseurs et Alphonse ne voulait regarder que les vidéos où il dansait. Quand il apparaissait à l'image, il dansait en étant assis. Il était captivé par son image et a dit « Je suis fort, je danse bien ». Il semblait très fier de lui à ce moment-là. L'autre jour, je l'ai observé dansant devant la glace et on a encore l'impression qu'il ne peut se voir dans le miroir qu'à condition d'être en mouvement. Comme si ça le rassurait quant au fait que c'est bien lui, comme si le mouvement était un gage de sûreté. Depuis peu, il peut s'adresser à moi lorsqu'il dessine. Et à ce moment-là, c'est réellement adressé. Lorsqu'Alphonse me regarde, il me voit vraiment comme un autre, une personne bien différenciée de lui. Il y a de vraies interactions dont il se nourrit. Son regard est alors très ancré, très intense. Et il y a une réelle intention de rencontre. C'est tout l'un ou tout l'autre. Parfois, il a encore du mal à se rassembler. Il s'agite corporellement. Il peut être très bruyant et difficilement compréhensible dans ces moments-là. Mais pour autant, il n'y a pas de confusion avec l'autre. Il peut être envahissant, mais sans perdre ses limites à lui. Aujourd'hui, le regard de l'autre, la voix de l'autre, posée clairement, peuvent l'aider à se rassembler. Depuis qu'Alphonse est au courant du projet du colloque, il y a quelque chose qui se réouvre clairement pour lui, dans sa possibilité à nous regarder et à nous rencontrer de nouveau. Il se remet au travail avec nous, il est beaucoup moins hermétique. Il ne se dessine qu'au présent, à l'instant I. Alphonse se dessine encore et toujours avec les vêtements qu'il porte. Une fois, à la fin d'une séance, après avoir dessiné, il a pu dire de son dessin que c'est Alphonse en train de partir. C'est vrai qu'il passe encore souvent par la troisième personne pour parler de lui. Comme quand il se regarde dessiner. C'est Alphonse, c'est moi. Il est dans la temporalité du maintenant. Néanmoins, il a accès à la possibilité de se projeter. Je vais à la mosquée, je vais à la cité voir les mecs. Il utilise toujours des verbes de mouvement, ce qui est d'autant plus surprenant que ces personnages sont très statiques. Oui, c'est vrai que ça lui permet de dessiner aussi des souvenirs. Comme lorsqu'il a dessiné le souvenir du concert de Gims, qui est un chanteur noir que lui considère en tout cas comme un rappeur. Il n'a pas pu se dessiner dans un temps passé. Il a dessiné Gims et il a représenté les spectateurs. Mais lui, il s'est dessiné tel qu'il est le jour où il dessine. Et il a nommé, c'est Alphonse qui a vu Maître Gims. Comme s'il était différent du fait de cette expérience. Oui, et il ne s'est pas dessiné sur le même dessin. Lors d'une séance ultérieure, il a reparlé de Gims et il a pu se différencier de lui. Lui, il chante bien, moi je chante moins bien que lui. Moi, je chante des gros mots. Et j'aime le rap. Moi, j'ai pas une belle voix. C'est moi qui le dis. Dans ces cas-là, il n'y a plus collage. Très récemment, il est arrivé avec une question sur un personnage fictif, nommé Striker, qu'il a découvert lorsqu'il était dans sa famille d'accueil à la rentrée 2018. Il interrogeait « C'est qui ?» Alors on a recherché ensemble et on a abordé différentes questions, comme les personnages fictifs, les personnes réelles jouant des personnages fictifs pour le coup. Il a cherché qui de réel a joué Striker. Nous avons parlé de ce qu'était un acteur, puis il a glissé vers Spider-Man, interrogeant quels acteurs avaient joué Spider-Man. Il a pu dire que c'est comme lui lorsqu'il mettait son déguisement de Spider-Man, titrant son dessin « Spider-Man à nous », ajoutant « ça, c'est moi qui l'ai inventé ». Alphonse a établi la liste des acteurs jouant Spider-Man à l'écran, il les a écrits ces noms, et il a ajouté son prénom et son nom, marquant l'espace entre le prénom et le nom d'une part, et marquant en fait avec une barre, en fait il a fait un cadre en fait, autour de chaque acteur.
C'est vrai qu'il peut de plus en plus se projeter, s'imaginer à l'extérieur, mais il a encore besoin de billes pour s'envisager au dehors. Aujourd'hui encore, le fait de s'adapter, ça passe par le corps, c'est-à-dire qu'il n'est pas naturel. Quand on lui dit « nous sommes dans la rue maintenant, tu te calmes », eh bien il va au ralenti, il marche tranquillement, mais tellement qu'il va tout doucement, il n'y a pas de juste milieu. Il ne comprend pas le sens de marcher tranquillement, il fait le calme. Oui, et d'ailleurs de la même façon qu'il a pu se resservir de l'outil calendrier, c'est-à-dire lui le demander, maintenant c'est plus que notre proposition, il nous a montré que l'outil déguisement donnait du sens. C'est pourquoi pour le travail de l'autonomie, on lui a proposé de s'imaginer un rôle de Alphonse dehors, Alphonse autonome. Et cette idée semble l'intéresser. C'est un travail en cours. En ce qui concerne le regard de la mère, quand je l'ai rencontrée, elle pouvait, en dehors de la présence de son fils, en parler avec tendresse et préoccupation, parler d'elle en tant que mère de cet enfant handicapé. Je lui accorde plus de choses parce qu'il est handicapé. Il n'a pas de chance, c'est déjà pas facile pour lui. Mais lorsque son fils est là, elle le regarde, mais toute la tendresse adressée à la représentation qu'elle a de lui a disparu. Elle est face au réel de ses difficultés. D'une certaine façon, dans le discours, c'est un étendard, mais dans le regard, c'est du réel. Si la rencontre ne s'est pas faite au départ, il me semble que la façon dont nous avons regardé son fils, la façon dont on a pu valoriser Alphonse, a modifié un peu sa propre perception de lui, un peu en marge de ses propres représentations, lui a permis de le penser autrement. Comme un sujet à part entière, c'est peut-être beaucoup dire, mais elle se laisse prendre au jeu et on peut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus seulement en présence l'un de l'autre. Au dernier entretien, elle raconte. Sa sœur lui a dit d'arrêter de parler tout seul, avec l'idée que c'était pas normal. Et Alphonse lui a répondu « Bah quoi, toi, tu souilles bien ton pouce encore ?» Et madame de continuer. J'ai réalisé qu'il comprenait bien plus que ce que je pensais, et je me suis dit que désormais, je lui demanderais son avis sur les choses qui le concernent. Elle a encore besoin du regard miroir d'un autre pour pouvoir regarder son fils et se voir mère de celui-ci. Mais là où ce qui a fait signe pour elle des difficultés de son fils lorsqu'il était bébé, c'était, dit-elle, le regard des passants sur lui dans la rue, aujourd'hui, elle arrive à s'appuyer sur notre regard et à se laisser surprendre agréablement par lui. Notre rôle n'a pas été de donner des interprétations pertinentes ou d'avoir une prise en charge à visée normative. En paraphrasant Vygotsky, on a essayé de trouver avec Alphonse une sorte de zone proximale du regard, c'est-à-dire à être à hauteur du regard, pour qu'il nous investisse autant que nous l'investissions, pour l'aider bien évidemment dans la construction de son jeu. Vous l'aurez compris, Alphonse est de ces jeunes qui nous enseignent et qui peut se laisser enseigner. C'est dans le dialogue avec lui et entre nous qu'il a pu tisser, se fabriquer un contour. À mon sens, ce qui fait support identificatoire, c'est le retour unifié qu'on lui fait de ce qu'il dépose à gauche et à droite. C'est-à-dire que c'est parce qu'on se parle qu'il va aller dire un truc à l'un, un truc à l'autre, et qu'on se parle, qu'on peut le rassurer quant au fait qu'il est le même si sa parole est dispersée. S'il y a quelque chose qui lui fait retour de 1, il s'identifie à ça. Pour moi, c'est tout l'intérêt de notre fonction de référent clinique. Nous allons essayer de vous montrer les différents points de nouage de l'évolution d'Alphonse. De la quête incessante d'une enveloppe sensorielle, en passant par la confection de costumes et la façon dont sa mère a pu repriser sa propre histoire et inclure son fils dans ce tissage, il a pu se représenter l'espace d'entre-deux. Entre deux morceaux de tissu, entre lui et l'autre et entre les mots, lui permettant ainsi de regarder l'autre, de le rencontrer. Merci de votre attention. Parce que déjà, enfin, il se fait faim, mais déjà bravo. Bon, j'avais déjà entendu, donc j'ai eu le plaisir de réentendre, et je vais redire qu'effectivement, en fait, il y a un moment où c'est tellement exemplaire cliniquement et le travail que vous avez
déjà que vous faites certainement au quotidien avec Alphonse, mais aussi dans cette construction de cas qui est, je trouve, déjà, c'est déjà le témoin d'une théorie mise en place autour de cet enfant et de... Donc je ne vais pas rajouter des milliards de choses. Ce que je trouve intéressant, puisque ça c'est quelque chose que vous n'avez pas évoqué, mais qui se voit là tout de suite, c'est que vous êtes un peu comme les pièces du costume, puisque vous avez choisi une présentation à plusieurs voix, et vous êtes très nombreux sur scène aujourd'hui pour parler d'Alphonse. Et donc je me demandais si vous l'aviez pensé en pensant à Alphonse, ou si ça s'est presque imposé malgré vous, inconsciemment, et que c'est que dans l'après-coup que vous vous êtes rendu compte que, est-ce que vous en êtes rendu compte déjà et, Alors déjà, c'était une première pour nous tous, quasiment, voilà, de présenter notre travail. Les psys ont été un peu mis à contribution, c'était normal, et en même temps, au moment, il y avait vraiment quelque chose, en le vivant, cette histoire de costume, on sentait qu'il était en train de nous dire un truc, qu'il nous apprenait quelque chose, qu'il fallait qu'on écrive sur lui, mais ça c'était il y a 2-3 ans, et puis là maintenant, voilà, c'est venu un peu comme une évidence. Et pour ma part, en tant que référente, quand j'essayais d'en écrire quelque chose, je ne pouvais pas retranscrire aussi bien que les éduques leur travail. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me paraît essentiel d'une part de rendre hommage à ce travail-là, qui est la petite clinique du quotidien, mais qui est quand même très précieuse et qui, pour ma part, m'enseigne beaucoup en tant que psy, mais que c'était à ceux qui sont d'en parler, et que je crois qu'effectivement c'est ce tissage-là qui l'a aidé, voilà, et que c'était pas envisageable d'en parler autrement que comme ça. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, ou est-ce que tout le monde veut aller manger? C'est dommage parce que vraiment moi j'aurais aimé en fait avoir plus de temps quand même peut-être, mais moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même aussi ce moment où on découvre le moment justement de la création du costume, parce que pour moi c'est quand même ça qui a l'air d'être vraiment qui inaugure quelque chose, même si avant il y a aussi la création d'une image de soi, déjà quand même par le dessin, par regarder les poissons, on a quand même quelques images. Bon, les poissons, c'est un peu plat aussi. Hein, et après, cette construction, je dirais même pas comment, cette appréhension de l'image de soi, un petit peu, il y a vraiment cette construction en 3 dimensions par le costume, et cette découverte finalement cette façon dont vous avez balisé dans le temps, et qui lui permet, comme vous le dites très bien, d'aborder autre chose aussi. Et donc c'est ça que j'ai trouvé... qui est exemplaire du travail qu'on peut faire en médiation thérapeutique, et en même temps qui participe vraiment de sa construction à lui. C'est-à-dire que c'est pas juste un atelier pour faire un atelier. On est vraiment dans je fais ça, après je fais autre chose, etc. Voilà, l'introduction du manque et de l'aller-retour, et l'introduction du manque par la création de soi, par soi, pour soi, et ensuite pour les autres. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là.